Eh bien, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui pour vous parler du TDD et un petit peu des questions que j'ai autour. Euh, Mon idée, c'est d'essayer de vous partager un petit peu un retour d'expérience et puis quelques techniques qui sont liées au TDD, mais pas que, aussi à la façon dont on peut gérer un code qui a des tests ou qui en a pas. Merci aux sponsors d'organiser, enfin de participer pardon à l'organisation et puis à toute l'équipe qui organise ça. C'est plutôt chouette cette année pour une première en remote. Ça se passe plutôt bien pour moi. J'ai pas eu du tout de soucis et donc c'est vraiment cool de pouvoir présenter dans des conditions comme ça. On va sauter dans le vif du sujet. Ma question principale, finalement, je pense depuis quelques temps que je fais du développement, c'est comment je peux écrire de meilleurs tests, comment je peux faire que mes tests m'aident mieux à construire mon code. Alors juste peut-être avant de se lancer concrètement dans le sujet, peut-être que tout le monde n'est pas très familier avec le TDD ou tout le monde n'en fait pas tous les jours ou n'en a pas fait dans des conditions un peu compliquées. Il y a des cas où ça peut être un peu compliqué d'avoir cette technique-là. Alors je vais rappeler un petit peu les bases, d'où ça vient, comme ça vous serez à peu près sûr de pouvoir suivre tout ce que je vais vous raconter par la suite. Donc à la base c'est Ken Beck qui, aux alentours de 2000, peut-être un petit peu avant, a introduit cette technique-là, écrit un livre que je ne peux que vous recommander. Et j'ai même envie de vous le recommander, même si vous faites du TDD depuis 10-15 ans. Euh, les 30 dernières pages du bouquin valent vraiment le coup d'être relues après coup. Et je partagerai notamment des choses sur le sujet dans les démos concrètes. Alors le principe du TDD, Xavier l'a super bien expliqué hier lors de sa présentation. L'idée, c'est de dire, je vais écrire un test qui va décrire une histoire de ce que j'ai envie que mon code fasse. Ensuite, je vais écrire le code pour que le test fonctionne. Et puis finalement, je vais écrire le code correctement pour que le test fonctionne. Et donc cette étape bleue-là, c'est une étape de refactoring, de repasser sur le code une fois qu'il a rempli l'objectif, pour être bien sûr qu'il va être lisible et maintenable plus tard. Et cette étape bleue, elle est primordiale. Je trouve qu'elle est très souvent un peu mise de côté, surtout quand on débute dans la pratique. Et plus on fait du TDD, et plus on trouve que c'est une étape vraiment importante. Et puis on boucle, on recommence. Alors Ken Beck, il explique vraiment bien dans son livre pourquoi on fait du TDD. J'ai retenu deux choses que je voudrais partager, plus une troisième qui pour moi est assez essentielle et qui m'aide beaucoup dans la pratique de cet outil-là. La première motivation de Ken Beck, c'est de réduire les bugs. Il se dit aujourd'hui, la façon dont on travaille, en écrivant pas de tests ou en écrivant les tests après, ça ne me permet pas de réduire les bugs. Et donc, il a besoin d'un outil, d'une pratique qui va l'aider à limiter le nombre de bugs qu'il va produire quand il écrit son code. Et finalement, c'est un peu une question de feedback sur ce que je viens de faire, ce que je viens d'écrire. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que j'ai bien compris la problématique ou pas? Et en écrivant le test d'abord, on va se poser tout un tas de questions avant même d'avoir été dans l'espace des solutions. On va rester dans l'espace des problèmes et se demander de quoi j'ai besoin pour écrire cette fonctionnalité-là, comment je voudrais que ça s'utilise. Et rien qu'en écrivant le code du test, finalement, on a déjà un premier retour sur nos idées et une première aide pour mettre en place nos idées. Et ce que j'aime beaucoup, moi, dans cette technique-là, dans cette pratique, c'est qu'elle m'aide à garder un focus sur des toutes petites choses. Je ne vais pas, quand je vais pouvoir pratiquer du TDD, directement me lancer dans à la fois les tests et à la fois la résolution du problème et à la fois écrire le bon code. Le cycle du TDD m'aide vraiment à faire des petits pas et à régler des petits problèmes peu à peu. D'abord, je vais me poser la question de quel est le problème que je veux régler et essayer de l'exprimer dans un test. Ensuite, je vais essayer de le faire compiler. Ensuite, je vais essayer de le faire passer. Ensuite, je vais essayer de mieux l'écrire. Et de vraiment segmenter tout ça, tout ce petit cheminement dans ma pensée, ça m'aide énormément. Bon, le cycle, vous avez vu, il est très simple. Donc, du coup, a priori, on se dit que c'est une technique et une pratique qui est vraiment très simple. Alors, en réalité, pas vraiment, à moins que vous appeliez Ken Beck, et même lui, il écrit encore beaucoup de choses sur le sujet, comme quoi c'est difficile.
c'est une pratique qui prend des années à maîtriser et voire qui ne se maîtrise peut-être jamais. Le truc intéressant pourtant, c'est qu'il y a plein de choses qui permettent de rendre cette pratique plus facile et plus abordable. Et moi aujourd'hui, je voudrais vous montrer des heuristiques ou des pratiques qui permettent à la fois d'être plus serein quand on fait du TDD et aussi de pouvoir utiliser des outils qu'on aura appris, à savoir l'écriture de tests, le refactoring, dans des cas un peu différents quand peut-être on est déjà sur un projet où il y a déjà beaucoup de code qui a été écrit ou quand on est confronté à des problèmes en production ou autre. Et donc aujourd'hui, je voudrais que vous repartiez avec des exemples concrets de pratiques que vous allez pouvoir expérimenter pour vous offrir des nouveaux possibles. Ce que je vais vous montrer, c'est pas la façon dont il faut faire, c'est juste des techniques en plus que vous pourrez utiliser dans certains cas. Et donc, on va commencer pour moi par se poser déjà 2-3 questions sur comment on peut écrire finalement des nouveaux tests et comment est-ce qu'on peut être plus à l'aise dans la phase rouge. Pour démarrer, souvent, la première question, c'est comment je choisis mon premier test, par quoi je commence. J'ai plein d'options possibles. Et souvent, quand je travaille avec des gens qui ne sont pas forcément très familiers, avec le TDD, ils sont un peu bloqués. Ils ont soit trop d'options, soit pas assez, et ils ne savent pas vraiment comment démarrer. Moi, le conseil que je donne à chaque fois, c'est allons explorer le domaine du problème. Écrivons des tests pour aller découvrir ce qu'on a envie de voir. Peut-être que dans un premier temps, on a envie de découvrir quelle est la forme de l'API qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait écrire pour notre nouvelle fonctionnalité. Peut-être que dans un premier temps, ça va être plutôt autour des données, comment on va structurer les données. Et donc, écrivons des tests pour commencer qui vont nous permettre d'explorer et finalement qui vont être vraiment axés sur l'apprentissage. Allez, apprendre le plus possible. On a un domaine là, dans la phase rouge, qui est vraiment un domaine du problème. Et donc, écrivons une histoire qui va nous permettre d'apprendre le plus possible. L'autre chose qui est primordiale pour moi, c'est de faire des vraiment petits pas. Donc, ça veut dire commencer par un petit test et essayer de le faire passer rapidement. Ça m'arrive des fois encore aujourd'hui de passer peut-être 10 minutes sur un test. Et quand c'est comme ça, généralement, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est que je suis en train de régler un problème trop gros. Et c'est pas grave d'avoir passé ce temps-là parce que j'ai pu apprendre que j'étais en train de régler un problème trop gros et probablement que du coup j'ai pu percevoir quel serait un meilleur plus petit test à écrire pour démarrer. Et dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je jette tout, ce que j'ai fait. Généralement, c'est pas très grave puisqu'on parle de 10 minutes, 15 minutes. Et j'ai appris des choses et je vais pouvoir écrire un meilleur test. Je vous le disais, c'est vraiment important pour moi d'avoir des tests qui écrivent des histoires. Et quand on écrit une histoire, ça veut dire que le test va vraiment pouvoir être lu facilement par quelqu'un d'autre et relu par moi plus tard. À ce propos, un petit truc sur le nom des tests. Ma proposition, c'est d'arrêter d'utiliser should dans les noms de tests. Parce que quand je raconte une histoire, c'est ce qui va se passer. C'est pas ce qui devrait se passer. Et quand je fais ce switch-là dans le nommage et dans ma posture, je suis plus en train de décrire un test, mais je suis en train de décrire un comportement de mon système à travers mon test. Et c'est bien plus intéressant, je trouve, dans ce cas-là. Kevin Henley le dit très bien, c'est une aspiration, c'est pas ce qu'on veut dans le test. Ce qu'on veut, c'est un impact. Ce qu'on veut, c'est ce que le test va faire. Donc, essayez de le faire. Peut-être continuer d'écrire vos should, mais dans votre tête, quand vous écrivez votre prochain test, essayez de ne pas mettre should. Essayez de raconter une histoire à l'impératif et de voir ce que ça donne. Une autre difficulté que je rencontre souvent, je vous disais, c'est de faire des petits pas. Et cette difficulté-là, elle est permanente. Même après beaucoup de temps à avoir fait du TDD, je me retrouve, je vous disais tout à l'heure, toujours après faire des grands pas. Et donc, essayer de se contraindre à l'extrême à vraiment faire les plus petits pas possibles, ça vaut vraiment le coup. Peut-être entraînez-vous dans des espaces plus sécurisés, et puis essayez ensuite de voir comment, sur votre code de prod, ça peut être possible. Et pour faire ces petits pas-là, je vous le disais tout à l'heure, la phase bleue du TDD est importante, et je suis persuadé aujourd'hui que
plus on maîtrise les techniques de refactoring et plus faire du TDD, ça devient facile et fluide. Et donc, moi, j'ai beaucoup passé de temps à apprendre le refactoring, à améliorer ma capacité à en faire. Et plus j'ai fait ça, et plus ça a été facile pour moi d'être serein quand j'allais faire du TDD. Je vous recommande ce bouquin de Martin Fowler. C'est un peu un dictionnaire des patterns de refactoring. Là encore, si vous en faites déjà beaucoup, relisez peut-être les 30 premières pages du livre qui sont vraiment très intéressantes. Le reste, c'est un ensemble de techniques, de pratiques qui vous sont peut-être déjà connues. C'est toujours intéressant de les refeuilleter, de revoir comment il les décrit, de comprendre les intentions derrière. Moi, en tout cas, je sais que pour l'avoir relu dernièrement, ça m'a réouvert d'autres possibles, ça m'a refait me questionner sur la façon dont je faisais les choses et je pense avoir appris des choses. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, comme j'ai dit, je voulais vous montrer un petit peu concrètement des techniques. Et la première que je voudrais vous montrer, c'est une qui est évoquée par Ken Beck dans son livre, qui s'appelle « Fake it till you make it ». L'idée qu'il y a derrière, c'est de dire, ben voilà, j'ai une histoire, quand mon code, je lui donne ça en entrée, je sais qu'en sortie, je dois obtenir ça. Eh bien, on va écrire un test qui décrit cette histoire-là, on va le faire passer d'une façon extrêmement stupide, et ensuite, on ne va plus toucher à notre test, on va rester dans notre code de prod et refactorer notre code de prod jusqu'à ce que il fasse vraiment la chose. Donc on va d'abord faire un fake, donc écrire une réponse peut-être en dur, et ensuite on va refactorer ça juste par des tout petits pas jusqu'à ce que notre feature soit implémentée. Je vais faire une démo sur le FizzBuzz, je la vole à Léoline Falco, vous pourrez la trouver sur YouTube, elle est un peu longue la sienne, je vais la faire en plus courte. Il l'a fait en .NET je crois, je vais vous montrer ça en Kotlin aujourd'hui. Si vous faites du Java, vous devriez comprendre facilement. FizzBuzz, le principe, c'est un jeu à boire, en fait. Donc, l'idée, c'est de compter, et de compter avec une contrainte qui est que tous les multiples de 3 sont remplacés par Fizz, tous les multiples de 5 sont remplacés par Buzz, et quand on a un multiple de 3 et de 5, on doit dire FizzBuzz. Et à chaque fois qu'on se trompe, on doit boire un coup. Du coup, eh bien, voyons comment on peut utiliser le fake it till you make it sur cet exemple simple. Je vous montre sur un exemple simple parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant que de vous montrer sur un exemple un peu complexe. C'est aussi beaucoup plus facile pour moi d'introduire la problématique. Et j'ai utilisé cette technique-là assez souvent sur des cas un peu plus complexes. C'est une technique qui marche très très bien quand on veut par exemple implémenter une API. Il y a d'autres cas aussi qui sont assez pratiques. Franchement, au-delà de se dire je vais vraiment faire un fake it till you make it, ce que je trouve intéressant dans la démo, ça va être les petits pas qui vont me permettre de me concentrer sur des problèmes séparés. Bon, j'ai assez parlé, on va coder un peu. Alors, j'ai juste un premier test avec un environnement qui marche. Je valide que c'est OK, normalement, tout est bon. Et on va s'écrire un vrai test à propos du FizzBuzz. L'idée étant que si je dois compter jusqu'à 20, j'ai la chaîne de caractères qui compte jusqu'à 20. Il est un peu tôt. Et donc, les tests ont du mal à se lancer, mais je ne désespère pas. Au passage, le développement sur Kotlin, et je vais vous montrer ça là, est vachement plus succinct qu'en Java. Et c'est un langage qui vaut le coup si vous n'avez pas testé. Il s'apprend assez facilement si on a déjà fait du Java, et c'est assez facile de mixer les deux langages. Ok, donc dans un premier temps, moi ce que j'ai envie d'avoir, ça va être un résultat qui, quand j'appelle ma fonction FizzBuzz,
va me donner ma chaîne de caractères. Hop, cette chose-là. Voilà, c'est un test très simple. On va créer cette fonction-là. Je vais la créer dans mon code de test pour l'instant. Et alors, apparemment, vous avez un petit problème de fichage. Bon, c'est pas très grave. Je vois sur le feedback que vous avez une partie à gauche qui est un petit peu cachée, mais c'est pas gênant. Alors ouais, Victor, je sais pas trop quoi te dire. Moi, j'ai le feedback. Alors, je peux vous repartager mon écran si vous voulez. Ouais. J'ai le feedback moi sur mon écran et je vois que ça fonctionne. Mais je vais faire ça. Je vais vous repartager la chose. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que j'ai fait. Donc voilà mon test, il est tout simple. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'implémenter. Donc, je vous disais, premier truc, je peux le laisser comme ça, je vais le faire passer au rouge histoire de valider que ça ne fonctionne pas. Et la première façon la plus bête que je vais avoir de le faire passer, c'est de retourner la chaîne en dur. Et ensuite, on va travailler là-dessus. Ok, donc on est au rouge, c'est normal. On fait passer au vert, vite fait. Et donc là, j'écris la fonction dans le code de test parce que j'ai pas envie pour l'instant de prendre la décision de est-ce que ça doit être une classe, est-ce que ça doit être une fonction, ou ça a envie d'être, ça m'intéresse pas. Et donc, j'ai un feedback extrêmement lent aujourd'hui de mon IDE. J'aurais peut-être dû reboot avant la session. Je vais avoir du coup un test au vert. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de transformer ce fake en vrai code et en tout petit pas. Donc la première des choses que je peux faire, en fait, c'est extraire le 1. Et puis ça, je vais l'appeler, ça va être le début de ma réponse. Je l'appelle begin. Voilà. Donc ça continue de fonctionner. Bon, super. Maintenant, je serai intéressé d'extraire le 2. Et finalement, bon, le problème, il est pas très compliqué. Je vois bien que je vais avoir un ensemble de chiffres et qu'il faut que je fasse de la conversion. Du coup, là, je vais choisir une implémentation. C'est pas la plus optimale pour ce code-là, mais elle me plaît bien. Je vais faire un MapReduce. Donc finalement, ce que je vais dire, ça, c'est l'équivalent d'avoir un range de 1, 1, sur lequel je vais faire un map. Et mon map, il va juste me retourner une chaîne de caractères. Et je vais faire un reduce dessus. Sur lequel je vais mettre mes résultats précédents et puis ma valeur. Donc je vais relancer mes tests. Donc là, j'ai décidé de faire une implémentation pour le 1. Je sais un peu déjà où je vais. J'aurais pu probablement l'écrire directement, mais voilà. Pour l'instant, c'est un pas qui me va bien. Je prépare le pas du 2. Ça m'a pas pris longtemps, donc c'est OK. Alors maintenant, si je mets le 2 puis que j'enlève le 2, on va y aller. A priori, ça doit fonctionner pareil. Et là, on arrive à un cas intéressant, qui est le cas du 3.
Et donc, là, j'ai deux options. Soit je peux, si j'ai envie, faire le cas du 3, on va faire ça. Ou alors, je pourrais aussi commencer à dire, en fait, tu es en train de faire une fonction là qui fait de la conversion d'un chiffre simple en son résultat vocal. Et du coup, je pourrais extraire cette fonction du map là. Je le ferai peut-être plus tard ou pas. Je pense qu'on n'aura pas le temps de rendre ce code absolument magnifique. Donc, on va juste se contenter pour l'instant de tout mettre ici. Donc, ce qui va m'intéresser là, ça va être de dire, ben, quand finalement c'est 3, et ben, je veux que ça soit fizz. Et sinon, je veux que ça soit tout simplement mon chiffre. Donc là, j'ai modifié mon code et je n'ai pas modifié mon range, je n'ai pas modifié non plus ma chaîne en dur. Donc a priori, mon code 3 là, il est mort et c'est OK. Je relance mes tests juste pour valider que le changement de structure que je viens de faire de ma fonction de mapping n'a pas cassé mes cas précédents. Comme ça, je n'ai pas deux trucs à régler en même temps. Et donc, on va être vert normalement. Voilà, super. Donc, je peux enlever mon fizz et je peux augmenter mon range jusqu'à 3. Et donc là, ce que je suis en train de vous montrer, en fait, c'est que des lignes 17 à 24, je suis en train petit à petit d'écrire l'implémentation variable qui était en dur à la ligne 25. Et je vais pouvoir continuer comme ça jusqu'à aller au bout. Donc, on va aller un peu plus vite. Je vais faire le 5. Du coup, je vais pouvoir me permettre d'aller jusqu'à 14. Normalement, c'est un truc que je ferai pas aussi vite que ça, mais comme on est contraint dans le temps, on va le faire avec un plus gros pas. Ce qui est intéressant là, c'est que vraiment, je peux me concentrer sur les cas un par un, et puis j'ai un feedback très rapide sur si mon implème est en train de fonctionner ou pas. On va le faire d'une traite, on va faire le cas 15. Du coup, là, je vais pouvoir aller jusqu'à 20. Et en fait, ici, je vais pouvoir enlever tout ça. On pourrait retravailler cette fonction-là pour qu'elle soit mieux. Notamment, la variable begin ne sert plus à rien. On va au moins inliner ça. Et on va considérer que c'est suffisant pour l'instant. Je ne suis pas super content de ce code-là. Je ne le laisserai probablement pas comme ça en prod. J'ai envie d'avoir plus d'explicite sur ça. J'ai peut-être pas envie d'avoir non plus cette combinatoire 3 par 5 qui peut grossir si jamais je devais rajouter un... Bah tiens, je me suis planté. Qu'est-ce que j'ai cassé? Alors... 15 FizzBuzz, merci. C'est pour ça que j'aime jamais coder tout seul. Je fais toujours des bêtises quand je fais tout seul. Bon, voilà. Vous avez vu l'idée. En gros, le principe pour moi, c'est de se dire, j'ai écrit mon test et maintenant, je vais juste me concentrer sur faire du refactoring sur mon code. Décidément. Oui, bien sûr. J'ai été beaucoup trop vite et l'idée, c'est de dire que je vais avoir des multiples. Je vous disais que d'habitude, je le fais jamais si vite. Bah voilà, moi, vous aurez compris pourquoi. D'où l'intérêt de faire des petits pas. Et voilà ce qui se passe quand je fais pas des petits pas. Là, si j'avais été tout seul et pas en démo, j'aurais revert, j'aurais tout jeté, j'aurais refait. Parce que là, j'ai passé du temps à devoir réfléchir à pourquoi je m'étais trompé. Et finalement, je ne suis pas dans un espace où c'est confortable pour moi d'être rouge. Là, ça fait 2 minutes que je suis en rouge. Et en fait, c'est pas confortable d'être là. C'est cool, je vous démontre les anti-patterns, des trucs qu'il ne faut pas faire aussi. Avec une démo qui ne marche pas du tout. Non, non, c'est moi qui suis un petit peu fatigué ce matin.
J'ai besoin du 15 puisque ça va être vraiment du mapping. Donc, si c'est un multiple de 15, je veux retourner fils-buzz. Si c'est un multiple de 3, je veux retourner fils. Si c'est un multiple de 5, je veux retourner buzz. Et sinon, le chiffre. Donc là, on le voit plus clairement. Ce coup-là, on devrait enfin être ouvert. Si l'idée veut bien m'aider. Youpi. Je pourrais inliner le begin, etc. J'ai perdu suffisamment de temps sur ça. Je pense que vous avez compris l'idée. Je vous encourage à aller essayer en fait de faire ça pour vraiment découpler les deux espaces. On va revenir vite fait sur les slides. Quand on fait ça, il y a d'autres techniques qui sont un peu liées. La première, c'est de faire de la triangulation. Là, le fils-buzz, c'était un cas simple. Il y a des cas où c'est un peu plus compliqué. J'ai écrit qu'un seul test. Des fois, ça peut être intéressant d'en écrire 2 ou 3 pour justement avoir différents cas et faire émerger ces comportements-là qui sont génériques et qu'on a fait émerger aujourd'hui, là, qui étaient multiples de 3, les multiples de 5, etc. Il y a un autre truc qui fonctionne aussi, c'est parfois d'écrire le test et puis l'implémentation, elle est tellement évidente qu'on peut l'écrire directement. Dans ce cas-là, ben, faites-le. Méfiez-vous par contre, c'est ce que j'ai fait là ce matin, c'est que j'étais un peu trop confiant sur ma démo du coup, ben, je me suis planté. Donc, les choses évidentes parfois sont celles sur lesquelles on va buter. Donc, méfiez-vous à ne pas être trop confiant, comme je viens de vous montrer là. Sinon, ben, on se brûle. Une autre technique qui marche bien aussi, ça marche bien notamment quand vous devez travailler avec des collections. Si vous avez un traitement sur des collections à faire, peut-être que des fois, c'est intéressant d'implémenter le comportement pour un élément et puis ensuite de le généraliser à 2 éléments. Par exemple, imaginons que j'ai une conversion à faire. On aurait pu le faire là sur le cas du fils-buzz. J'aurais pu dire, bah tiens, convertis-moi un chiffre en une chaîne de caractères. Et ensuite, j'aurais pu modifier mon code pour écrire un nouveau test qui dit convertis-moi 2 chiffres en 2 chaînes de caractères. Et c'est une approche qui permet aussi de faire des petits pas dans la généralisation et qui aide assez souvent à ne pas trop se poser trop de questions dès le départ. Je sais qu'on parle de TDD, mais je voulais quand même vous montrer 2 techniques que je trouve vraiment pratiques sur du code qui est existant. Ça arrive assez souvent qu'on repasse sur son code ou qu'on passe sur du code qu'on n'a pas écrit et sur lesquels il n'y a pas forcément tous les tests, ou les tests on les comprend peut-être pas. Et dans ce cas-là, moi ce que j'aime bien utiliser, c'est cette notion de test d'apprentissage qui va me permettre de me dire, ok, mon objectif c'est d'apprendre le plus possible sur le code, je peux aller lire le code et essayer de le comprendre, et d'autres fois c'est plus efficace plutôt d'écrire des tests et de comprendre le comportement du code avec. Je vais vous montrer ce que ça fait sur le kata Gilded Roses. Peut-être c'est un kata que vous connaissez, c'est un kata de refactoring qui est assez utilisé. Je suis sûr que dans la salle, là, il y en a beaucoup d'entre vous qui l'ont déjà joué. Ce truc-là, en tout cas, quand on le voit, on n'a pas trop envie de le lire pour comprendre ce que ça fait. Et honnêtement, personnellement, j'en suis bien incapable. Donc, plutôt que de faire ça, généralement, ce kata-là, quand on veut le résoudre, souvent, on va utiliser la technique Golden Master. Je ne vais pas en parler. Allez chercher ce que c'est intéressant. Là, aujourd'hui, je vais plutôt vous montrer comment c'est possible de faire ce kata-là sans utiliser des tests de très haut niveau, mais plutôt en utilisant des petits tests qui vont nous permettre de découvrir les comportements. Donc là, j'ai un premier test fou qui a été écrit, qui a été laissé par les développeurs qui ont bossé sur le sujet. Ils sont sympas, ils m'ont laissé un test. Bon, il se trouve qu'il ne marche pas. C'est pas grave. Je peux m'en servir ou je peux l'effacer. Nous, on va peut-être en écrire un nouveau. Je vais le laisser là pour l'instant parce que je m'en moque un peu. Donc l'idée, ça va être d'écrire un test. On ne sait pas où on va. Donc pour l'instant, on ne va pas forcément lui donner un nom très clair. On va dire que voilà, on est en train d'apprendre. Alors, on a bien vu qu'on voulait travailler sur la classe Gilded Roses. Donc déjà, le premier truc qu'on va peut-être faire, c'est d'instancier une classe. Et puis on va voir ce qui se passe. Donc j'instancie une classe. Est-ce que le constructeur prend des paramètres? Oui, apparemment, il a besoin d'un tableau d'items. Donc je vais lui mettre des items. Ok, super.
On va créer ça. Et puis, on va lui dire, pour l'instant, je te passe un tableau vide. Voilà. Est-ce que déjà, ça s'exécute? On parle du feedback. Pour moi, il y a 3 niveaux de feedback. Le premier niveau de feedback, c'est est-ce que ça compile? Le deuxième niveau de feedback, c'est est-ce que ça s'exécute? Et le troisième niveau de feedback, c'est est-ce que mon test, il est vert? Et donc, je peux jouer déjà, dans un premier temps, avec les 2 premiers niveaux de feedback. Est-ce que ça compile? Donc oui, ça compile, puisque j'ai rajouté le paramètre qui manquait. Est-ce que ça s'exécute? Oui. Ce que ça fait, j'en sais rien pour l'instant. C'est pas grave. Maintenant que j'ai ce petit bloc-là, donc je vais mettre mon instance de GuildDROS dans une variable, et puis je vais voir ce que je peux faire dessus. Alors, là, je suis dans un bon cas parce que j'ai un code qui est petit, il n'a que 2 membres qui sont publics et accessibles, donc c'est assez facile à tester. Sur du code de prod, parfois un peu plus compliqué, eh bien, c'est plus difficile de distinguer ce qu'on a envie de tester ou ce qu'on peut raisonnablement appeler sur la fonction. Et je vois que vous avez encore un problème d'affichage, donc je vais réarrêter le partage et le relancer. OK. Et donc là, je suis dans un mocage, je vais pouvoir faire un update quality. Alors, je peux relancer mon test, normalement il doit rien se passer. Et ce qui va m'intéresser finalement, ça va être de aller expérimenter qu'est-ce qui se passe sur update quality. Et je me doute bien que ça va avoir un impact sur les items que je vais passer en paramètres. Là, on est dans un cas simple, mais l'idée c'est de faire des hypothèses comme ça et d'utiliser les tests pour valider ces hypothèses-là. Et donc, on va aller jusqu'au bout du truc, on va mettre un vrai item dans notre tableau. Et donc, j'en apprends un peu plus sur le code. Donc, un item, c'est quelque chose qui a un nom. Donc, aujourd'hui, on va voir ce qui se passe avec mes coding skills. Une valeur, c'est pas très élevé, on va dire 10. Et une qualité 5. Allez. Et du coup, quand je update la qualité de mes coding skills, donc j'imagine que ça doit bien se passer, je m'attends peut-être à ce que cette chose-là, ça mute. Et donc mon assertion que je vais faire là, totalement au pif, hein, j'en sais rien du tout. Mon but c'est d'apprendre et d'avoir un feedback en fait sur ce que je suis en train de faire. Et donc je vais dire que qu'est-ce qui m'intéresse? La qualité peut-être ou la valeur? Je update la qualité, donc j'imagine que on va supposer que la qualité, elle est passée à 6. Alors j'ai inversé mon assertion, mais c'est pas grave. On va vivre avec. Et donc là, le test va me donner un feedback sur ça. Et petit à petit, en écrivant ces sortes de tests-là, et puis je vais m'autoriser à lire le code, je vais pouvoir comprendre les comportements. Donc là, je vois ce qui se passe. Non, c'est l'inverse. Update quality, ça fait décroître la qualité de mes coding skills. Donc ce que j'ai appris, c'est que c'est pas bon signe pour moi. Je suis en train de devenir de moins en moins bon. Du coup, peut-être que j'envisagerais de changer de métier. Si je devais continuer le GuildDROS. Du coup, allons faire autre chose de plus intéressant. Mais vous avez compris l'idée. Derrière, le truc, c'est vraiment d'utiliser ces tests-là pour aller découvrir, apprendre, jouer avec le code, le toucher. Et je suis dans un environnement où je peux le faire de façon assez sécurisée. Je vais quand même laisser un test ouvert pour finir. Voilà, ça c'est le premier cas. Il y a un deuxième cas que je voudrais vous partager maintenant sur du code. C'est quand on a un bug en prod. Et ça, c'est un de mes cas favoris. Je peux avoir du code qui a déjà été testé, peut-être que j'ai déjà des tests sur mon code, et pourtant, je me retrouve avec un bug en prod. Et dans ces cas-là, moi, la meilleure technique que je connaisse, c'est d'essayer de reproduire ce cas-là sur mon poste, et encore mieux, pour avoir, encore je vous disais tout à l'heure, une boucle de feedback la plus courte possible, d'écrire un test unitaire qui me permet de reproduire ce cas-là.
Et c'est le sujet de la prochaine démo. Je vérifie que tout fonctionne. Alors, on va se mettre dans un cas où on va faire un peu de TypeScript. On est le cas où on a un petit serveur qui implémente une fonctionnalité toute bête qui permet, quand on fait une requête POST, d'envoyer un petit tableau avec des nombres. Et puis ça nous renvoie une somme de ces nombres dans une réponse. Donc j'ai pour ça un petit serveur, donc je peux vous montrer le code. Ça utilise un framework Express. On va pas jouer là-dedans de toute façon, donc on s'en moque un peu. Et là, j'ai écrit un test pour la démo, mais oubliez le fait que ça soit un test. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout les traces. Et ce qui se passe, c'est que les exploitants, ils viennent me voir, ou moi-même, j'ai vu que dans mes logs serveurs, en fait, j'ai des erreurs. Et quand je parcours mes logs, ben, j'ai un internal server error, et puis j'ai cette stack trace un peu cryptique là, qui m'aide pas trop à comprendre ce qui se passe. Donc, ouais. Alors ça tombe bien, parce que j'ai quelques logs en plus, etc. Et du coup, ben, je peux voir que j'ai des appels qui ont été faits. Et l'idée, ça va être de réécrire des tests qui permettent de rejouer ces appels-là en local, jusqu'à trouver l'appel avec les données qui plantent. Donc peut-être que j'ai déjà les tests et peut-être que simplement c'est les données de prod que j'ai besoin de capturer pour réinjecter dans mes tests. Généralement, quand c'est comme ça, le plus simple, c'est de commencer avec un test le plus haut niveau. Donc là, je vois que j'ai un code serveur. Ben, peut-être que dans un premier temps, je vais écrire un test au niveau de mon serveur et d'essayer d'injecter, on peut le faire là si vous voulez, des données qui ont été capturées en prod. Donc là, en prod, on voit qu'on a capturé ben, un tableau vide. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Je m'amuse à écrire un test et où finalement mon test, c'est qu'est-ce qui se passe si j'envoie une liste de nombres vides. Et quand je vais lancer ça, et ben avec de la chance, ce test-là, il va fail. Et là, déjà, je me suis mis dans un endroit où c'est plutôt bien. Parce que je sais avoir un feedback rapide et j'ai pu identifier le bug. Ça, généralement, c'est la phase la plus difficile. Ça aide beaucoup d'avoir des moyens qui permettent de capturer les données de production pour pouvoir les réinjecter dans vos tests. Et du coup, mettre à jour ensuite vos suites de tests. L'autre truc qui est important pour moi quand je fais ça, c'est d'être sûr que je vais réécrire des tests qui sont au plus proche du code qui ne marche pas. Donc là, j'ai écrit mon test et super, je vois que j'ai exactement le même problème qu'en prod. Je reproduis la même stack trace et je suis super content. Sauf que bon, maintenant, j'ai deux options. Soit je peux essayer de corriger le bug, et dans ce cas-là, il va falloir que je farfouille un peu partout dans le code. Soit je peux essayer de me fixer comme objectif, plutôt que de la correction, de réécrire un nouveau test en plus qui ne va pas marcher avec ces données de prod-là. Généralement, à ce moment-là, vous avez un peu de la connaissance du métier, donc vous savez globalement à peu près là où il faut aller chercher, où il y a une chance qu'il y ait quelqu'un dans l'équipe qui sache d'où ça peut venir, ce problème-là. Là, en l'occurrence, on sait qu'on a une classe qui fait vraiment le compte, et du coup, j'ai supprimé mon ancien test parce qu'il ne m'intéresse pas, il est trop haut niveau, il ne va pas m'aider à vraiment savoir pourquoi ça ne marche pas. Et je vais plutôt être intéressé de descendre plus bas dans la structure de mon code et d'aller vraiment là, en l'occurrence, dans ma couche de domaine qui fait le comptage, et d'écrire un test qui calcule quand on ajoute pas du tout de chiffres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on fait ça? Donc j'ai dupliqué le test d'avant qui ajoutait 4 nombres et j'en ai créé un nouveau qui n'en ajoute pas, qui va donner une entrée vide. L'entrée vide, c'est celle que j'ai capturée en production, donc ça m'intéresse de savoir ce qui se passe à ce moment-là. Je vais pouvoir relancer ce test-là et là, je m'attends à avoir la même erreur que j'avais sur mon test haut niveau. Peut-être par contre que les appels étant différents, ma stack trace sera un peu différente et je vais avoir plus d'indices sur ce qui est en train de se passer concrètement dans ce comportement-là. Et donc, à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir, une fois que mon test aura décidé de passer au rouge, aller corriger le code vraiment au plus proche et pouvoir du coup avoir un code qui fonctionne
avec un nouveau test qui a de la valeur parce qu'il décrit un cas métier que je n'avais pas forcément prévu, qui raconte une histoire, qui me dit bah, qu'est-ce qui se passe quand j'ajoute 0? Là, je vois, bah oui, effectivement, si on va voir l'implémentation, je fais un reduce sur un tableau vide et je n'ai pas spécifié l'identité à mon reduce. Donc, il va falloir que je lui dise, bah, quand ton tableau est vide, je veux que tu renvoies 0, et mon test marche, et j'ai fixé ma prod. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'un problème de mes utilisateurs, j'ai pu remonter à écrire un tout petit test d'un comportement que j'avais oublié quand j'avais écrit ma suite de tests. Parce que il y a peu de chances qu'on soit tout à fait exhaustif. Alors, je ne sais pas ce que je vais relancer comme test. Il y a peu de chances qu'on soit complètement exhaustif quand Ah oui, effectivement, je m'attendais à avoir 0. Si je mets 10, ça risque pas de fonctionner. Donc, le TDD, oui, généralement, quand on a des exemples, eh bien, c'est cool, on ne va pas se tromper, mais il y a toujours des exemples qu'on oublie, surtout dans des cas métiers un peu compliqués. Là, c'est simple, mais on voit bien que c'est l'input de l'utilisateur, et peut-être qu'on n'a pas pensé à tout ce que l'utilisateur allait pouvoir rentrer. Donc, on n'a peut-être pas assez de contrôle de surface, ou pas assez de contrôle des données qu'on a en entrée. Donc, l'idée, c'est plus de dire quels sont les tests que je peux rajouter pour aller confirmer la résilience de mon code. On va repasser au slide. Il y a un dernier truc que je voudrais vous montrer. Je ne vous ferai pas la démo de comment on le résout, parce que c'est un truc qui est assez facile. Je voudrais juste vous alerter sur la dangerosité des constructeurs. Et dans nos tests, souvent, on a un couplage au constructeur qui est très fort, et on ne s'en rend pas forcément compte, et généralement, ça ne se passe pas très bien. Je vous montre un morceau de code qui démontre ça. Là, j'ai un morceau de code en Java qui... j'ai encore le problème de partage d'écran, ce que je vois. Ok, ça devrait être bon. J'ai un morceau de code en Java qui valide qu'un mail est du spam ou pas. Et donc, j'ai plein de tests unitaires avec plein d'exemples différents et plein de règles métiers différentes. Et on pourrait se dire, il est super ce code. Et en fait, il a un seul problème, c'est qu'il fait appel à new mail. Il appelle un nouveau constructeur du mail à chaque fois avec des paramètres différents qui vont du coup faire que le mail est accepté ou pas. Et le problème de ça, c'est que si jamais demain, on vient me voir et qu'on me dit, voilà, tu as le mail et en fait, maintenant, il y a un nouveau champ métier qui arrive, en plus, il y a une priorité. Eh bien, s'il y a cette priorité-là, si je modifie ce constructeur-là, je suis en train de casser tous mes tests d'un coup et je vais avoir plein d'endroits dans mon code à changer. Donc l'idée, quand c'est comme ça, pour éviter ça, c'est de faire en sorte d'extraire les constructeurs et de les mettre dans un endroit dédié. Donc faites des factory methods, faites des builders et utilisez dans vos tests. Et vous aurez un code qui est beaucoup plus facile à évoluer et vous aurez beaucoup moins à revenir sur vos tests et vos tests seront plus un frein à l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Donc le couplage des constructeurs, c'est un truc qui est un peu caché et qui fait très très mal. Je l'ai déjà vu dans plein de projets. Au début, on ne fait pas trop attention et dès qu'on oublie, et ben, ça revient et ça nous fait très mal. Je vais aller très vite pour la fin. J'ai aujourd'hui beaucoup de questions sur les mocks. Il y a des articles très intéressants de Martin Fowler sur le sujet et de Nat Price en faveur d'avoir les mocks. Le seul truc que j'aurais envie de dire aujourd'hui, c'est quand on fait des tests d'interaction avec les mocks, attention à être sûr que c'est bien ça qu'on veut faire et que c'est pas autre chose qu'on veut faire, puisque je me suis déjà retrouvé à avoir du test complètement écrit avec des mocks. Et si je veux faire une évolution de mon code, bah, je suis obligé de modifier mes tests d'abord et j'ai aucun filet de sécurité qui m'assure que je ne vais pas me tromper. Donc les mocks sont intéressants et questionnons-nous sur nos usages. Mais pour en parler, ça prendrait des heures et des heures, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Aujourd'hui, dans les tests, je fais vraiment attention à vraiment mettre l'intention avant l'implémentation, à avoir l'histoire, à avoir l'intention très très claire. Et je me pose aussi beaucoup la question de quels sont les effets de bord du code que je suis en train d'écrire. Et souvent, c'est facile d'aller vérifier quels sont ces effets de bord-là, plus que de vérifier quelles sont les interactions à l'intérieur. Ça va dépendre des cas, mais il y a plein de cas où se poser la question des effets de bord, c'est bénéfique. Il y a des tests, je vous disais, qui peuvent empêcher le refactoring. Il faut les chasser, les réécrire pour que le refactoring devienne facile. Ensuite, je voudrais juste casser cette idée qu'un test unitaire, c'est un test sur une classe ou une fonction. C'est pas vrai. Un test unitaire, c'est un test sur un comportement qui est tout petit. Donc, faites attention à ça. Et puis, sur un test en assert, eh bien, oui et non. Un test, finalement, peut avoir plusieurs asserts si on a besoin de plusieurs asserts pour vérifier un comportement.
C'est juste pour moi un flag qui doit me dire est-ce que le comportement que je suis en train de tester n'est pas trop gros. Et finalement, la question que je me suis posée dernièrement, c'est est-ce que je peux avoir du code qui est testé plusieurs fois par plusieurs tests? La réponse que j'ai aujourd'hui, c'est oui. Tout va dépendre de l'intention de mon test. Si j'ai un test dont l'intention, c'est de valider que, eh bien, par exemple, un formatage est bien fait, et qu'un autre est de valider à un plus haut niveau que ce formatage est bien intégré, eh ben, ça va être OK pour moi que du code soit exécuté par plusieurs tests si l'intention des tests est vraiment très claire. Et maintenant que j'ai dit tout ça, ben, je vous encourage à aller expérimenter ces techniques-là, à vous demander comment vous pouvez faire des plus petits pas quand vous faites du TDD et à apprendre encore plus de choses. Le rôti sera intéressant pour moi, pour savoir quoi améliorer, à part ne pas expérimenter des nouvelles choses en démo. Et puis, savoir en fait si ça fait du sens de continuer à présenter ces sujets-là ou pas. On n'a peut-être pas trop le temps pour les questions, mais si vous en avez, ben, je regarde dans les QA s'il y en a. Généralement, moi, le truc que j'aime bien faire, c'est aller coder avec les gens après. Alors, le fake it. Xavier nous demande s'il n'y a pas un risque de ne pas être sûr au bout d'avoir... Alors, pour moi, le fait d'être sûr ou pas d'avoir tout traité, ça va dépendre des tests. Et là, j'ai écrit un cas avec juste un exemple. Peut-être que j'aurais envie d'en avoir 2 ou 3. Et donc, du coup, souvent, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un travail sur les tests qui va être de raconter plusieurs histoires. Les tests d'apprentissage, ça va dépendre si je les garde ou si je les jette. Ça va dépendre du nombre de tests que j'ai. Souvent, je me dis, je vais les jeter. Mon intention, c'est de les jeter. Et puis, s'ils ont du sens, bah, je vais les garder parce que, en fait, en allant apprendre, je suis tombé sur un truc qui a de la valeur et qui est cool. Donc, j'essaie de ne pas mettre forcément trop d'intention sur je veux le garder. Mon intention, c'est d'aller apprendre. Comme ça, je n'ai pas de regret quand je vais le jeter et je n'ai pas mis trop d'efforts à bien l'écrire. Couplage sur le constructeur, pourquoi pas en créer un nouveau? Alors, super bonne question. Si j'en crée un nouveau, ça veut dire que je vais avoir 2 façons d'initialiser mon objet et que potentiellement, je peux avoir un objet qui a des membres qui sont nuls et un objet qui a des membres qui ne sont pas nuls. Et donc, je vais devoir gérer des cas nuls dans mon code. Et je n'ai pas envie d'avoir cette complexité et ces branches de logique qui sont créées par le fait d'avoir 2 constructeurs. C'est une technique qui marche, hein, d'avoir un deuxième constructeur, et c'est une bonne technique pour faire le refactoring temporairement et en étant tout le temps en rouge. Et à la fin, je veux n'avoir qu'une seule façon de créer mes objets. L'extraction des constructeurs du test, je n'ai pas compris la question, donc n'hésitez pas à la reposer parce que je ne suis pas sûr d'avoir... Je suis sûr qu'il y a un truc intéressant à dire là-dessus, mais je ne voudrais pas dire des choses à côté. Une fois des tests d'exploration écrits pour apprendre, c'est ce que je disais à Xavier, hein. Garder les tests d'exploration. Je pense que là, il y a pas, je ne mettrai pas de règle très franche. J'ai envie de dire, ça dépend du test que j'ai écrit et de ce que j'ai appris et de si ça fait du sens ou pas. Il y a des fois où oui, il y a des fois où non. C'est pareil, les tests de régression, là, ce que je vous ai montré. J'en ai écrit un haut niveau que j'ai jeté, parce que je ne voulais pas qu'il soit au niveau, j'en ai écrit un bas niveau que j'ai gardé, parce qu'il était cool, mais peut-être que, en fait, la bonne réponse, c'était d'aller modifier un test existant. Ça va être au cas par cas. Ce qui est intéressant pour moi, c'est d'avoir ces possibles-là, et ensuite de choisir, fonction du cas, quelle est la meilleure approche. Quelle convention de nommage j'utilise? Alors, en fait, pour les classes, j'utilise les conventions classiques parce que l'IDE m'aide beaucoup à naviguer entre les classes et le code si je respecte les conventions de l'IDE. Donc, je garde ça. Donc, pour les classes Java, je vais avoir un test dans le nom. En plus, c'est une convention qui est beaucoup utilisée par les gens. Après, je vais m'autoriser aussi à avoir parfois plusieurs classes de test pour une même classe, parce que des fois, ça peut faire du sens d'avoir des comportements ou des histoires ou des chapitres de mon histoire qui diffèrent. Et sur les noms des méthodes, je suis un peu fâché avec Java et j'aime beaucoup Kotlin ou TypeScript parce qu'ils me permettent d'écrire des phrases avec des espaces dedans et un peu ce que je veux. Et donc, dans ces cas-là, eh ben, je vais prendre une convention d'avoir une phrase qui raconte
un cas et ce qui se passe dans ce cas-là. Donc c'est vraiment comme si tu parlais finalement au product owner et qu'il te racontait le cas métier. Ben, je veux voir ça dans le nom du test. Et donc en Java, je peux pas le faire. Alors, je vous ai montré une façon de le faire, mais je me suis pas étendu là-dessus. Sur, Je suis désolée, quel Bastien. morceau. C'est très En intéressant, Java, mais vous avez la possibilité là, d'avoir. on Yes. ira Et ben, pas trop pour laisser la place aux discussions. Donc, n'hésitez pas à retrouver Bastien à une table pour discuter et continuer la discussion. Et puis voilà. Et faire une pause. Et puis voilà. Prochaine conférence, du coup, dans 8 minutes. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci beaucoup tout le monde.